C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade! Salut tout le monde, bienvenue dans la Brigade, épisode numéro 15. Je m'appelle Jean-Philippe Forguet et je suis en compagnie, comme toujours, de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, on reçoit notre collaborateur Marc-Olivier Poulain. Marc-Olivier va nous faire découvrir l'univers des droits de diffusion, les ententes médias, tout ce qui touche les sénateurs, côté franco, côté anglo, radio, télé, on embarque là-dedans. Et ensuite, aujourd'hui, notre sixième attaquant est nul autre que le chef des sports et collaborateur au réseau des sports RDS, Sylvain Saint-Laurent. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur, Jean-Philippe Fortin. Il se passe quoi dans le warm-up ce matin? Les Sens ont été amochés par les blessures dernièrement. Donc, on a eu la blessure de Drake Batherson suite au coup de Aaron Dell très discutable qui a été suspendu par la suite. Après ça, on a eu Josh Norris et on a toujours Colin White, on a toujours Shane Pinto, on a Nikita Zaitsev. Bref, on a une multitude de joueurs réguliers là, qui sont aux prises avec certaines blessures. Mais, bonne nouvelle, pour plusieurs, on confirme que pour Colin White, Josh Norris et Nikita Zaitsev, leur retour serait prévu pour après la match des étoiles qui se déroulera à la début février. Las Vegas. À Las Vegas, yes. Même chose pour Connor Brown aussi, je l'oubliais, donc prévu aussi. Ça fait du bien là, à la formation des sénateurs parce que ça commence à paraître là, dans les derniers matchs qu'il manquait de munitions. Nick Paul a fait une très bonne initiative dans son cas, offrira 150$ en don à la Royal Ottawa Foundation pour chacun de ses points. Donc, c'est une très belle initiative de sa part. Reste à voir si certains joueurs contribueront aussi de leur part pour la même initiative. Donc, chapeau à Nick Paul. Dernièrement, on a eu une vague de nominations féminines dans la Ligue nationale et on sent un mouvement de masse là, au niveau des nominations féminines, soit au niveau des arbitres, soit dans l'administration de certaines équipes. Donc, on a eu Chantal Maccabé pour les Canadiens de Montréal. On a Rachel Derry pour les Canucks de Vancouver et aussi Émilie Castonguay qui est qui était agente de Alexis Lafrenière, qui est aussi engagée par les Canucks de Vancouver. On a aussi le retour confirmé du Reverse Retro le chandail, donc pour l'année prochaine. J'ai très hâte de voir le concept qu'on va adopter pour lui des sénateurs. Et donc le rouge n'aura pas duré très longtemps. Le rouge n'aura pas duré longtemps, mais on va peut-être revoir un rouge refaire surface. Peut-être. Je me dis, si c'est pas rouge ou c'est pas noir, quelle couleur il va être le chandail? Il va être doré. Doré. Puis grande option. Avec un beau casse doré, là, comme à Vegas, puis Los Angeles. Non, c'est argent. C'est les Kings, ouais. mais c'est argent. C'est argent, c'est affreux. Ouais. Pendant qu'on est déjà dans le sujet, les gars, je vais vous poser une question. Quel chandail vous aimeriez revoir et quel chandail de l'histoire des sénateurs vous ne voulez plus jamais que les sénateurs mettent de l'avant? Ah, moi, c'est facile. C'est le haut. Le chandail avec le haut, peu importe comment est-ce qu'il revient, dans quel format de couleur qu'il revient. Dans le noir, je le trouve vraiment beau. Moi, je trouve que même un des plus beaux que j'ai vu, c'était celui de la classique hivernale contre Vancouver, qui était un peu crème ou je sais pas. Là. Prenez en note que tous mes commentaires viennent d'une personne qui est daltonienne. Là, fait que côté couleur, là, moi, on c'est appelle ça au même, là. Vintage White. Pour ma part, c'était vraiment un des plus beaux. Je sais, là, la joke, c'est tout le temps « pourquoi qu'il y a un gros zéro sur votre chandail? » Ben oui, c'est ça que je partais pour dire. On l'a entendu 1000 fois, là. Mais, gars, c'est ça. C'est haut pour Ottawa. Un que je veux jamais revoir, moi, je pense pas que j'en ai que j'ai détesté, que j'ai vraiment pas trouvé beau. Mais pour être un peu plus champ gauche, là, mon chandail que je voudrais, c'est un chandail qui a jamais existé. Là, je sais pas si ceux qui se rappellent, là, ceux qui vont voir là, quand ça parlait là, que les sénateurs allaient revenir, puis qu'il y avait des questions de logo, de quoi ça pourrait avoir de l'air. Il y avait sorti un logo qui... puis on essaiera d'y mettre les logos dans les notes de l'émission. Là. C'est un espèce de parlement là, avec la tour de la paix, puis écrit Ottawa en haut, puis c'était vraiment comme différent, mais je sais pas, je trouve ça quand même... ça avait un certain cachet que
qui ressemble à rien d'autre dans la Ligue nationale présentement. Le chandail avait un petit vibe Blackhawks de Chicago, genre. Ouais, peut-être un peu. Mais pour ce logo-là, pour ceux que ça intéresse, c'est la Ligue nationale qui l'a bloqué parce qu'ils trouvaient que ça faisait trop local. Ils ont donc demandé aux sénateurs d'Ottawa d'arriver avec quelque chose d'autre, puis c'est là que le Centurion est arrivé en 2D, le Centurion original. OK, intéressant. Je savais pas si c'était la petite capsule design. Ah oui? JP? Yes. Moi, mon préféré... je trouve que le noir actuel, j'ai un gros coup de cœur dessus. Je pense que c'est le plus beau de toutes les chandails des sénateurs. Et lui que je déteste le plus, c'est lui de l'année 2006-2007, l'année qu'ils sont allés en finale de la Coupe Stanley. Le genre de sénateur tout difforme, avec un œil tout croche, puis des lignes en diagonale qui traversent le chandail. Je trouve ça affreusement laid. Donc ce serait vraiment lui là, que je ne veux plus jamais revoir. Et j'espère pas qu'on sort en ligne dans un chandail de même pour le chandail Reverse Retro là, pour l'année prochaine. Moi, le dernier que tu as nommé, si on pouvait l'avoir dans une version noire, mettons, pour le fun, je dirais pas non, juste pour l'aspect un peu... aller chercher les émotions. Nostalgie de la plus belle époque, la plus belle ride que les Sens ont eu en playoff. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour cette option-là, mais avec le logo actuel, bien important. Moi, pour ma part, je vais être dans l'équipe de Pascal pour le haut. Pour moi aussi, le haut, c'est ce qu'il y a eu de plus beau chez les sénateurs d'Ottawa. Puis celui que je veux pas voir, c'est quand même bizarre parce que quand j'étais jeune, c'était mon préféré, puis j'en ai un encore chez moi comme ça. C'était le noir, de la même époque que le rouge dont tu parlais, JP, mais avec les grosses bandes dorées, là. Les grosses lignes dorées sur le... Horizontales, là? Ouais, c'est ça. OK. Pour moi, le doré sur un gilet sénateur, c'est trop. Le doré dans le logo, ça va, mais sur le gilet, j'en veux pas. Ça fait cheesy un peu, ça fait, ouais. Que Vegas est capable de faire, mais qu'à Ottawa, je pense qu'on est mieux qu'un look un peu plus traditionnel. Plus sobre un peu, là. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Puis je veux revenir sur ma réponse d'un chandail que je ne veux plus revoir. ça m'a échappé. Le fameux chandail qu'on appelait le SNES, là. Le Sens écrit en diagonale sur le ventre. Là. J'avais aucune idée c'était quoi ce chandail-là. Vraiment, là, ça a passé à l'histoire, puis faut que ça reste là. Mais ça, ce chandail-là, je l'avais acheté, moi, de Danny Clay dans le temps. Ouais, je l'avais acheté. Je le trouvais quand même beau parce que je me souviens, la musique thème, quand il avait sorti la promotion de ce chandail-là avec Daniel Alfredson, puis Spezza, puis Danny Clay, il avait mis la toune de AC/DC Back in Black. Fait que là, je trouvais, j'ai dit, c'est donc ben accrocheur comme toune. Je veux m'acheter ce chandail-là. Fait que je trouvais ça cool. Le chandail en tout soi était quand même beau, puis ils l'ont recyclé d'ailleurs parce que les sénateurs de Binghamton l'ont porté dans leur dernier séjour à Binghamton. Ah oui, sauf avec le logo des sénateurs de Binghamton. Fait que c'était quand même plus beau à ce moment-là. Sinon, tu parlais des femmes qui ont été nommées dans les équipes de hockey. Il ne faut pas oublier Ellie Wickenheiser qui était, je crois qu'il est toujours dans l'équipe d'entraîneurs des Maple Leafs de Toronto. Je pense que tu as raison. Même Daniel Gognette aussi, dans l'organisation des Maple Leafs. Je pense qu'il a été même nommé là, dernièrement entraîneur adjoint dans l'équipe affiliée, là, je pense dans la East Coast League des Maple Leafs, là, je me trompe pas. Fait que ça va être la première entraîneur femme avec un poste dans une équipe professionnelle. Fait que on commence. Moi, je trouve ça bien correct, puis c'est bien parfait. Puis il y a des femmes qui connaissent autant le hockey que bien des hommes. Fait que go, on continue à donner ces postes importants à des femmes. Les sénateurs d'Ottawa, analysés par le brigadier numéro 1, les brigadiers Dion. Tasse-toi du chemin! Poum, poum. Bonsoir, bienvenue à la commande du pourquoi être le meilleur joueur de la hockey avec le brigadier Dion, le brigadier officiel d'une rue proche de les sénateurs d'Ottawa depuis maintenant près de beaucoup d'années. Pourquoi je suis bon en particulier pour parler de? La réponse est bien simple. C'est parce que diriger un trafic, c'est beaucoup comme diriger une rondelle sur un rond de patinoire. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui n'écoutent pas le sifflet ont beaucoup plus de chances de scorer des buts que ceux qui le font. Pas de même, ça marche. Alors, on voit ici un lien direct avec mon travail.
Souvent, les premières personnes qui vont se retrouver de l'autre côté de la chemin vont être les seules qui ne vont pas écouter le son de mon sifflet ou qui ne vont pas voir la gestuelle de ma main. T'as de l'air d'un cave! Je donne ce truc gratuitement à n'importe quelle génération du futur qui aimerait un jour gagner la joute de la hockey. Ok, ça va faire le sifflet, là. Et maintenant, truc numéro 2 pour être un grand joueur de hockey. Maintenant qu'on sait que ce n'est pas trop grave de ne pas écouter les arbitres pendant le match, il y en a d'autres, par exemple, qui valent la peine qu'on leur tende les oreilles. Je parle ici de ton coach cuisinier, ou comme j'aime le dire, ton entraîneur-chef. Car tout comme un brigadier, l'entraîneur-chef mérite qu'on les écoute. Les entraîneurs sont une source inépuisable de sagesse et de savoir. Comme l'avait déjà dit le grand sage Jacques Martin, à un moment donné dans la chambre. Ok les gars, c'est-tu ma tasse de café ça? Wow, les mots manquent de mon bouche pour dire à quel point ces mots étaient inspirants. Voici maintenant mon dernier truc à donner directement à les joueurs des Sénateurs d'Ottawa de cette année. D'habitude, moi, quand je me fais mal, je ne peux pas nécessairement faire mon travail. Alors écoutez ce que je vous dis et arrêtez de vous blesser. C'est une décision simple à prendre qui va vous aider à continuer pour la continuité du restant du saison. Ici, je m'adresse directement à toi, le blessé des Sénateurs d'Ottawa. Joshua Norris, Dylan Gambrell, Drake Batterson, Scott Sabourin, Shane Pinto, Colin White, Nikita Zaitsev et Angus Cruikshank. Et ça, c'est la parole d'un gars qui a mal dans le dos depuis plus de 25 ans. Merci d'avoir écouté le Brigadier Dion. On se reparle une prochaine fois. Et comme on dit dans mon milieu, faites attention sur les routes comme sur la glace. Dans un instant, on reçoit notre collaborateur Marc-Olivier Poulain. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Et pour notre deuxième segment de l'épisode, on est avec notre collaborateur Marc-Olivier Poulain. Marco, tu as plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie du sport. Tu as travaillé 5 ans avec les Sénateurs d'Ottawa. Aujourd'hui, tu viens nous jaser des droits de diffusion et les ententes médias. Comment ça va, Marco? Ça va super bien, vous autres, les gars? Yes, très bien. Good. Content d'être là encore une fois pour jaser avec vous autres, un peu du côté affaires, si on veut, des sénateurs et de la Ligue nationale en général. Marco, si je peux poser une question globale, j'aimerais ça qu'on jase un peu des sénateurs puis de comment ils gèrent leurs ententes, mais grosso modo dans la Ligue, est-ce que tu dirais qu'il y a des équipes qui ont peut-être... là, c'est facile, on va passer aux Canadiens, aux Maple Leafs. On dirait que tout le monde se garoche sur eux autres pour les diffuser. Pour les sénateurs, c'est plus difficile. Comment tu vois ça, cette relation-là? À la base, on s'entend que ce qui aide la Ligue nationale puis le sport professionnel du hockey à grandir en Amérique du Nord, c'est les droits de diffusion nationaux. Là, on parle aux États-Unis et au Canada, donc c'est deux types d'ententes différentes. Les équipes, par la suite, ils ont dans leur droit d'aller signer avec qui ils veulent, point de vue diffusion, streaming, donc visionnement direct sur Internet, radiodiffusion, télédiffusion, etc., avec n'importe quelle entreprise ou organisation qu'ils veulent pour les diffuser. Lorsque la Ligue fait des ententes nationales, c'est pour certains matchs que je vais expliquer par la suite, mais ensuite, il y a un gros bassin de ces matchs-là, environ une cinquantaine, que c'est des matchs qui ne sont pas nationaux, donc les équipes, il faut qu'elles cherchent leurs propres ententes pour les signer. Il y en a pour qui c'est plus difficile, comme tu as mentionné, il y en a pour qui c'est vraiment plus facile d'aller chercher ça, puis que c'est très, très, très lucratif pour eux. Si on regarde aux États-Unis, je suis beaucoup les Penguins de Pittsburgh aussi. Ils ont eu quelques difficultés. Il y a des gens qui sont plaints un peu parce que ça arrive quelques fois dans l'année où il y a des matchs qui ne sont pas télédiffusés, étant donné qu'ils n'ont pas la meilleure entente média. Ils ont celle de la Ligue nationale, que je peux parler un peu plus, qui est avec ESPN, mais localement, ils n'ont peut-être pas le meilleur partenaire local pour diffuser tous leurs matchs. Donc, les gens, des fois, sont obligés d'aller s'abonner en plus sur des plateformes de visionnement direct. Donc de NHL Network, genre d'affaires.
Exact. ESPN Plus maintenant aux États-Unis, Hulu, qui fait partie aussi de l'entente avec ESPN qui a été signé l'an passé. Ce qui pouvait arriver quand même aussi, je pense, il y a quelques années avec les sénateurs. Aujourd'hui, c'est rare que... Avant, je pense que ça arrivait où on pouvait manquer une game ici et là. Aujourd'hui, ça semble pas arriver, mais quelqu'un qui veut avoir toutes les games, là, ça y prend plus qu'un poste. Là. Ça y prend dans son forfait 3-4 postes. Des fois, il va dire sur lequel Sportsnet One, celle-là, je ne l'ai pas. Ou pour les chanceux qui comprennent les deux langues, des fois... ce qui va te sauver, c'est que tu vas l'avoir en français. Fait que c'est un peu plus... c'est différent du bon vieux temps des Canadiens qui disaient toutes les games de l'année sont à RDS, de la première à la dernière, toutes les playoffs aussi. C'est un environnement différent. T'sais. Puis veut pas, ça vient que ça coûte cher là, pour un partisan qui veut moindrement avoir tous les matchs de son équipe. Ouais. Si on prend l'exemple au Canada, les sénateurs, puis Pascal, tu en as un bon point, les Canadiens auparavant, c'était tout sur RDS, mais en anglais aussi, les Sens, on recule il y a plusieurs années, là, c'était pas mal tout à Sportsnet, parce qu'il y a un partenaire avec Rogers, puis on recule de 10, 12, 15 ans passés. Mais là, ça a changé de contact Bell. Mais oui, c'est des coûts qui sont chers, mais ça, c'est rendu, je crois, la nouvelle norme, si on veut, pour regarder des émissions partout. On parle pas juste de sport, on parle en général. Tout le monde dit, moi, je veux pas être abonné au câble, mais finalement, ça te coûte plus cher que le câble parce que tu es avec Netflix, tu es avec Disney+, tu es avec 56 000 plateformes de divertissement, que ça te coûte pas mal plus cher que t'abonner au câble. C'est ça la nouvelle réalité de ça. C'est vrai ce que tu dis, parce que j'avais regardé au début de la saison pour m'abonner juste à TSN. Mais c'est effrayant le montant que ça te coûte t'abonner juste à TSN. Puis t'as pas encore tous les... sans le câble, sans le satellite, là. Mais t'as encore pas tous les matchs, tu sais. Système de streaming aussi, puis oui, c'est ça s'additionne tout, là. On est loin les sénateurs avec les matchs où c'était quoi? C'était The New Arrow. The New Arrow. Ouais. Et puis il y en avait pas beaucoup, là. Dans le temps, je me rappelle, vous souvenez-vous les petits calendriers pliés? Ouais. Que les sénateurs faisaient. Puis là, moi, j'avais ça religieusement dans mes poches tout le temps. Puis à chaque fois qu'ils jouaient, je regardais s'ils jouaient à la télé. Puis ils jouent contre les Maple Leafs, genre contre les Canadiens, ils vont être à la télé. S'ils jouent tard contre une équipe de l'Ouest, il y a une chance qu'ils soient à la télé. Mais à part ça, c'était une fois de temps en temps au New Arrow, mais c'était louche, là. Ça a évolué, veut pas. Oui, exact. Ça a grandement évolué. Les Sens, comme je disais tantôt, ils étaient avec Rogers, Sportsnet auparavant, jusqu'à 2013-2014, où est-ce que là, ils ont signé leur grosse entente avec Bell. Lorsqu'ils étaient avec Rogers, dans le temps, ça couvrait seulement, par contre, le côté anglophone. C'est intéressant, je suis remonté lors de mon temps avec les Sens à ces ententes-là. Puis le côté francophone est un peu délaissé. Fait que RDS pouvait couvrir des matchs des Sens. Là, on parle de 2008, 2009, 2010. Pouvait aller chercher quelques matchs des sénateurs à gauche et à droite. TVA Sport n'était pas encore dans le portrait. Donc, il y avait des matchs couverts en français, mais c'était un début. Lorsque Bell est arrivé dans le portrait, puis là, on va remettre la situation 2013, c'est la grosse signature de Rogers, partenaire de l'entente des droits de télédiffusion au Canada au complet, français-anglais. Donc, Rogers signe ça en anglais. Ils vont chercher CBC même, comme pour les gros matchs Hockey Night in Canada. En français, ils vont faire ça avec ce qui est l'alliance de Rogers, donc Vidéotron, donc TVA Sport, pour les matchs de télédiffusion en français. Qu'est-ce qui se passe avec Bell? Il faut qu'ils se cherchent d'autres revenus. Ça a été une bonne situation pour les sénateurs parce qu'ils ont été signés une entente très lucrative avec Bell tout de suite après ça, parce que Bell, il avait besoin de contenu. Bell a été chercher d'autres équipes aussi au Canada par la suite, puis ils venaient de signer la même année le Canadien. Donc là, Bell, ils disent, bon, ouais, mais on n'aura pas les matchs nationaux, mais on va avoir beaucoup de bons matchs. Et Bell, dans leur entente en 2013, ont décidé d'inclure la portion francophone. Donc là, les matchs des sénateurs allaient tout être couverts, sauf les matchs nationaux à RDS en français, ainsi qu'à TSN en anglais à la télévision. À la radio, TSN 1200, tous les matchs sont couverts à Ottawa. Et à la radio en français, ça a été donné à Unique FM, ces droits-là de radiodiffusion. Tu me parles d'Unique FM, puis Unique FM, pour tout ce qu'ils font dans la communauté, je les admire, puis tout ça, mais je trouve ça quand même ironique que veut pas une équipe de la Ligue nationale, un de ses diffuseurs officiels, ce soit une radio qui, on se le cachera pas, demeure communautaire. Comment ça fait même du sens? Et j'enlève rien à Unique FM et au travail qu'ils font, puis tout ça, là. Mais c'est bizarre, là. Mais en fait, je pense que ça a été plus donné à Intersport, puis Nicolas pourra nous le confirmer, mais je pense qu'il nous en avait parlé, ça a plus été donné à Intersport ou vendu à Intersport Productions, qui, eux, se sont trouvés l'antenne de Unique FM pour diffuser.
Unique FM est un peu impliqué à l'époque. Ouais. Unique FM, dans le temps, on va reculer aussi. Là, on va reculer à cette époque-là. Il faut vous rappeler aussi avec les Canadiens. Exact. 104.7, c'est qui possède. À Montréal, c'est la même chose, c'est Cogeco. À l'époque, Cogeco avait les droits de radiodiffusion du Canadien de Montréal, 98.5 FM. Gros compétiteur avec Bell. Quand Bell a signé l'entente dans la région, c'était un no way pour eux autres qui allaient donner les droits de radiodiffusion à un de leurs gros compétiteurs de la radio qui était Cogeco. Là, c'était la guerre entre les deux à l'époque. Fait que c'est la seule autre radio qui fait du sens de donner les matchs. Ils ont exploré beaucoup, puis ça, j'en ai entendu parler, puis j'ai discuté avec des gens à l'interne. Ils ont essayé d'explorer pour que les matchs soient diffusés à Énergie. Essayer de trouver une façon pour que ça puisse faire du sens pour que Énergie puisse diffuser les matchs, mais ça faisait juste pas de sens avec où est-ce que la vision de Énergie, où est-ce qu'il voulait aller, le type d'écouteur, de personnes qui écoutaient en fait le poste de radio. Donc, seul autre poste de radio disponible, c'est Unique FM. En gros, là, pour l'histoire, les gens qui écoutent comprennent, Unique FM est vraiment rentré dans le deal parce que c'était la radio de la région qui n'était pas affiliée avec Cogeco. Puis Unique FM n'avait aucune affiliation avec compagnie compétiteur de Bell Media. Donc, Bell Media les a choisis pour avoir le hockey des sénateurs francophones à la radio. Et Nick Saint-Pierre s'est greffé à ça avec Intersport par la suite. Puis juste pour faire une petite parenthèse sur les droits de radio, en plus, les gens, des fois, réalisent pas parce que les matchs des Canadiens, si tu es au 98.5, si tu es à Montréal, tu vas tous les avoir dans ton auto. Si tu t'en vas après ça à Québec, tu vas être sur un poste de Cogeco, tu vas avoir les matchs au Saguenay, en Abitibi, partout. Mais les gens arrivent en Ottawa, puis ils cherchent la game sur leur radio, puis ils la trouvent pas. Parce que quand tu es ici au 104.7, c'est des reprises de Paul Arcand ou du 104.7 le matin, parce que c'est un territoire qui appartient aux sénateurs. Tu sais. Exactement. Ils n'ont pas le droit de diffuser les matchs des Canadiens sur notre territoire. Ça, un peu, c'est une bonne parenthèse parce que le territoire, c'est souvent on appelle le territoire marketing ou la Ligue nationale, là, ça couvre aussi la diffusion et tout. C'est un gros cheval de bataille avec les sénateurs et les Canadiens de où est-ce que ça se délimitait, ce territoire-là. Parce qu'on s'entend que les Canadiens ne veulent pas, même comparé aux Leafs aussi, là, ils ont un gros avantage parce que tout ce qui est au nord de Montréal leur appartient. Là, c'est beaucoup plus gros. Alors pourquoi est-ce qu'à l'ouest, ils iraient chercher ça? Même les Leafs n'ont pas cet avantage-là parce que les Sens les bloquent aussi dans le nord de l'Ontario dans certains aspects. T'sais. Fait que là, ici, si on veut, le territoire se termine, là, puis les gens peuvent essayer de figurer en tête. Là. Où est-ce que la grosse zone grise elle est, là, c'est dans le coin de la Chute, au Québec. Puis du côté Ontario, c'est vraiment où est-ce que la frontière Québec-Ontario. C'est vraiment là que ça se limite à l'est d'Ottawa puis à l'ouest de Montréal. Fait que ça aussi, ça vient faire partie un peu des ententes de diffusion jusqu'où les postes de radio pouvaient aller pour mettre le hockey des sénateurs à l'époque. Ce qui fait plus vraiment de sens avec Internet aujourd'hui, tu sais. On peut tout streamer ça, on a tous les postes tout sur nos cellulaires. C'est comme une espèce de frontière, barrière un peu archaïque aujourd'hui. Là, c'est spécial pareil. Si ces territoires-là que tu parles, ils pourraient-tu être négociés? Exemple, les sénateurs poussent pour aller conquérir un peu plus le Québec. Et pourrais-tu, mettons, aller négocier avec le CH pour gagner du territoire ou bien là, c'est de façon définitive qu'ils ne peuvent pas monter un peu plus haut? Non, c'est la Ligue, en fait, qui établit ces territoires-là. C'est la Ligue, OK. Parce que nous autres, on dit, oh mon Dieu, on a Montréal à 2 heures, ça doit être compliqué, tout ça, mais prenez les équipes de New York, là, c'est vraiment plus un gros casse-tête pour eux. On a les Islanders, les Rangers et les Devils qui sont un à côté de l'autre. Ça, c'est beaucoup plus complexe pour eux à gérer. Après, tu t'éloignes un peu, tu as Washington qui vient rentrer là-dedans, tu as Philadelphie aussi, ça à côte, ils sont tous un à côté de l'autre. Là. Ça, c'est des gros casse-têtes pour la Ligue. Nous, ils ont délimité une certaine région ici pour les sénateurs et les Canadiens. C'est assez facile à respecter. Il arrive tout le temps des situations, surtout avec l'avenue des médias sociaux, que ça peut être plus difficile à gérer. Qu'on parle de publications payantes sur les médias sociaux, mais là, c'est plus dur à délimiter. Où est-ce que ça finit pour pas que je rentre dans le territoire de l'autre? Canadiens, sénateurs, ça, c'est des grosses batailles, mais on sort un peu de ce qu'on était à la base de ce qu'on parlait, là, les ententes de division avec Bell et Rogers. Pour revenir un peu à notre cheval de bataille, qu'on parlait de Bell à l'époque, ils ont signé ça, ils ont donné justement avec Unique FM puis avec RDS à la télévision. Donc à l'époque, RDS Info, RDS 2, comme encore aujourd'hui. Les matchs se passent là-dessus. Mais on s'entend que c'est Bell. Bell, c'est la même chose avec le Canadien. Le Canadien de Montréal pour RDS, c'est le Saint Graal. S'il n'y a rien qui touche à ça, tout passe en avant. C'est le Canadien de Montréal passe en avant de tout. S'en rend pas compte. Ensuite, on se bat pour la 2e position. Là. Fait que, c'est le hockey des Sens, maintenant,
l'équipe va bien, en progression. Fait qu'elle s'est rendu un bon numéro 2 pour RDS, beaucoup plus qu'auparavant. Parce qu'avec les Sens et avec Bell, ce qui est super intéressant quand même, c'est oui, RDS est là, RDS en veulent plus, les Sens en veulent plus. C'est donnant, les deux, on veut promouvoir le hockey des Sénateurs. Surtout là que les Sens, comme je dis, deviennent meilleurs. Puis la saison 2017 a grandement aidé aussi. Quand je parle de la saison, la finale, un but de la finale de la Coupe Stanley en 2017, ça l'a grandement aidé à pousser les Sénateurs puis à les mousser au niveau de la RDS. Mais en dehors de ça, ça reste que Bell décide aussi un peu la façon qu'ils veulent gérer leur match. Puis si ça arrive le même soir qu'un match canadien, les Sénateurs vont toujours être sur RDS2. Ça, c'est sûr et certain. Là. C'est comme ça que ça marche. Par contre, là, ce qui est la beauté de la chose, c'est que si les Canadiens ne jouent pas, puis ça se peut que les droits de diffusion nationaux, TVA Sport, décident de ne pas choisir un match des Sénateurs, mais RDS va pouvoir mettre sur RDS, donc sur son antenne chef, RDS le poste, des matchs des Sénateurs. Là, c'est là que ça devient intéressant. Les soirs, quand je parle de matchs nationaux, ce que les gens faut comprendre, là, c'est les matchs du dimanche, mercredi et samedi, qui sont des matchs de soirée nationaux. Donc, ceux-là qui ont si on veut, qui veulent décider de les avoir, ben, c'est les partenaires nationaux de la Ligue nationale. Fait que dans ce cas-ci, Rogers, Sportsnet, TVA Sport décident des matchs qu'ils veulent télédiffuser avant les partenaires des équipes médias ou télédiffusion. OK. C'est comme un repêchage, là. Oui, mais en fait, c'est exactement ça. Parce qu'après, s'il arrive avec l'équipe, TVA Sport, en fait, Rogers, tout ça, fait ses choix. Il envoie ça à RDS. Puis là, RDS peut sauter sur certains matchs qui sont comme « Wow, ça c'est magnifique, TVA Sport, on va choisir ça des Sens, on va sauter dessus, etc. » Puis après ça, les deux horaires sont acheminés aux équipes pour qu'ils sachent un peu l'horaire de télévision, comment ça va fonctionner. Le problème que je vois là-dedans, c'est que j'ai pas l'impression que les choix sont faits pour donner le plus d'options et les meilleurs matchs aux fans, mais plutôt pour... Mais ça dépend. Parce que si la Ligue, elle sait que là, elle voit le momentum des Sénateurs, surtout cette année, l'an passé, on a vu que ça a commencé à switcher un peu plus. Les Sens ont eu beaucoup, on va dire, des meilleurs emplacements de matchs durant la saison, des matchs de grande écoute à CBC en anglais. Tu sais, les matchs Sénateurs Leafs, souvent, ça va être CBC un samedi soir, ça va être l'antenne chef qui va l'avoir. TVA Sport vont souvent le diffuser si le Canadien ne joue pas. Ils vont quand même donner je parle surtout en anglais, là, des bons spots pour les Sénateurs. Ils vont les aider un peu plus. Mais c'est sûr que la Ligue va avec c'est qui est populaire, qui veut le mettre en avant. Là. Cette situation-là, ça a-tu favorisé que le fait que ce soit une division canadienne à ce moment-là? Ouais. Énormément. Là, l'an passé, si on parle de la division canadienne, c'était quand même très, très, très différent. Là. Oui, les ententes nationaux, c'était plus vraiment la même chose, là, étant donné que les matchs, je pense que c'était ça, on respectait plus les traditions du dimanche, mercredi, samedi. Là. Ça a pris le bord un petit peu. Mais cette année, dans une saison normale, c'est ça qui se passe. Là. Okay. En anglais, ils vont faire leur choix à Sportsnet. Par la suite, TSN va faire le choix de leurs autres matchs si Sportsnet les a pas pris. En français, c'est TVA Sport va faire la même chose avec les Sens. Puis après ça, la RDS va décider de choisir les matchs qu'ils veulent pas. Fait que si on regarde pour les Sénateurs, la majorité des matchs vont quand même être RDS. On s'entend qu'à RDS, ils ont peut-être 90% des matchs des Sénateurs, soit RDS, RDS2 ou RDS Info. Dans le cas du Canadien, par contre, ils vont juste en avoir une 50aine, une 60aine. Puis le reste, c'est TVA Sport qui va les avoir. Il n'y a pas beaucoup de matchs où est-ce que TVA Sport décide on va le prendre pour le bloquer à RDS. Il faut vraiment que ça soit un gros draw, comme on dit en anglais. Il faut qu'il y ait beaucoup de codes d'écoute qui viennent avec, que ce soit un bon match du samedi, puis peut-être qu'il n'y ait pas d'autres grosses oppositions de partie à ce moment-là. Je change un peu le sujet, là, je te pose une question. Ce qu'on voit chez certaines équipes souvent, c'est, mettons, l'année où les Sénateurs repêchaient Tim Stützle, par exemple, les Red Wings de Détroit avaient diffusé la loterie sur leur page Facebook via un genre de Facebook Live. Moi, la loterie, j'ai pas pu la regarder, je la trouvais pas nulle part, tu sais. C'est-tu quelque chose que l'équipe peut faire comme ils veulent ou si c'est le genre de petits événements que ADS peut dire « Ouais, non, touche pas à ça, c'est moi qui m'occupe de ça, genre. » Mais ouais, TSN peut décider si eux autres veulent la diffuser, c'est souvent eux autres en premier lieu qui vont le faire. Les Sens ne pourront pas leur partager comme ils veulent sur leur page Facebook. Étant donné les réglementations, ce qu'on dit en anglais, là, quand on met des posts, le regional blackout, là, que beaucoup de personnes ont déjà eu à vivre, là, ça va souvent être ça. Fait que c'est une certaine région, tandis qu'Internet, mais c'est rare que c'est délimité cette région-là où c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Les Sens l'ont fait sur leur page Facebook.
exemple des matchs intra-équipe ou des matchs même pré-saison contre le Rocket de Laval. Tu sais, ils avaient été capables de les mettre en live sur la page Facebook. Ça a été correct. Ça a été géré, ça a été négocié avec TSN, étant donné que TSN ne télédiffusait pas. Ça, ils ont des possibilités de faire des événements. Mais justement, tout ce qui est diffusion, qu'on parle d'un match en tant que tel ou diffusion d'un événement privilégié ou primé de l'équipe, c'est sûr que TSN Bell, en fait, va devoir discuter avec des sénateurs, ou vice-versa, pour savoir qui va télédiffuser ou diffuser en général cet événement-là. Puis ça pourrait-tu arriver, change de sujet, que mettons, TSN rompt son contrat en raison des piètres performances de l'équipe? Les écoutes sont en baisse, puis ça a un impact financier sur eux autres, ou bien ça pourrait-tu arriver qu'ils rompent le contrat? C'est très difficile. C'est des très, 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 très gros contrats. Là. Le contrat de Bell avec les sénateurs, lorsque j'étais là, je peux vous dire, c'est le plus gros contrat que j'ai vu dans tous les contrats qui ont été signés là, entre les sénateurs et d'autres partenaires. Là. C'est excessivement massif. Beaucoup, beaucoup de clauses. Ça va pas se rompre. C'est surtout des contrats avec des commanditaires, comme on a déjà discuté la dernière fois, exemple Molson, ou des contrats de bière et tout, où ce que maintenant l'aspect performance peut venir jouer un coup, ça peut venir dans certaines clauses. Point de vue télévisuel, pas vraiment. Ça vient avec le contrat, ils font la diffusion, c'est tout. Puis même si ça leur tire un petit peu dans le pied, je trouve, en ce moment au Canada, parce qu'on parlait tantôt des plateformes de streaming, de visionnement en direct. Puis au Canada, il n'y a pas grand choix à part les plateformes des compagnies comme TVA Sport ou Sportsnet qui ont leur propre application, qu'il faut s'abonner, il faut payer. Il n'y a pas grand autre choix, là, comme dans les autres sports ou comme aux États-Unis, comme je disais tantôt, qui ont Hulu ou ESPN+, que tu peux t'abonner à moindre coût pour les écouter. Si on s'abonne juste à TSN, c'est quand même dispendieux. Juste à RDS, c'est quand même dispendieux. Fait que le choix n'est pas encore là tant que ça pour le visionnement en direction. Là. Dans une saison comme l'année passée, il n'y avait pas de partisans. Penses-tu que la valeur de la commandite était plus élevée? Est-ce que la télédiffusion valait plus cette saison-là que d'habitude? Ça dépend des codes d'écoute, c'est surtout ça. Au début, ils faisaient une estimation de combien qu'il allait avoir, puis après ça, on se base à ça. À chaque mois, il y a un rapport qui est remis par TSN, par Sportsnet, par RDS au sénateur pour c'est quoi les codes d'écoute qu'il y a eu du mois. Fait que si on fait une estimation à un commanditaire au début de l'année en disant on va avoir, je suis dans un chiffre en l'air, là, 1 million d'impressions pour les 6 matchs dans le mois. Normalement, on essaie de se baser sur les saisons antérieures. Fait que l'an passé, c'était très, très, très difficile de se baser là-dessus. Ce qu'ils ont fait, par contre, c'est qu'ils ont mis des nouvelles propriétés, des nouveaux actifs médias disponibles pour les commanditaires durant le match. Si vous vous rappelez, l'an passé, tout le long de la baie vitrée en bas, il y avait Pinty's qui était là comme commanditaire partout. Ça a disparu cette année, mais c'était là l'an passé parce qu'on essayait de combler le manque d'impression qui avait été pas livré la saison d'avant aux commanditaires. Donc, on essaie de booster, si on veut, en bon français, ces commanditaires-là. On l'a entendu toute l'année, là. Pinty's Man Cave. Pinty's c'est le commanditaire du hockey des sénateurs à RDS. Ça avait été signé lorsque j'étais là avec les Sens et je ne sais pas encore pour combien de temps ils sont là. Mais c'est un bon commanditaire, les sénateurs, surtout pour RDS. Il y en a d'autres qui ont été signés aussi quand même très, très, très bons à RDS avec le temps. Fait que, c'était devenu un focus aussi de l'organisation, surtout depuis quand j'étais là vers la fin, là, ce que j'essayais d'amener, là, ce qu'on avait discuté dans les premiers épisodes, puis l'aspect francophone, mais d'avoir aussi des commanditaires qui investissent plus du côté francophone ou leur donner peut-être des bonnies avec le côté francophone, RDS, site web, les événements, ça c'est ce que l'organisation essaie de faire de plus en plus. Les sénateurs veulent vraiment aider les grandes marques comme Canadian Tire, par exemple, à se promouvoir davantage avec le marché francophone, pas juste au Québec, des marques qui ont justement un emblème ou une présence des deux côtés, autant en Ontario qu'au Québec. Donc, leurs actifs médias vont être utilisés beaucoup plus à RDS ou être beaucoup plus sur leur site Internet ou dans les événements. S'ils peuvent avoir un impact supplémentaire pour leur amener peut-être plus de visibilité, les sénateurs vont faire ça en bonnie, gratuitement, ou essayer de les pousser davantage à investir dans ces actifs-là pour justement essayer d'aller chercher une meilleure valeur par la suite. Et en gros, là, souvent, il y avait des gens autant sur des pages Facebook, peu importe, dans les groupes des partisans des scènes, qui posaient beaucoup de questions par rapport à ça, puis ils se demandaient RDS, peuvent-tu faire plus, ou TVA Sport, etc. Mais c'est quand même très difficile pour leurs organisations, des fois, d'aller ailleurs ou de dicter un peu plus ce que RDS peut faire ou ce que RDS doit faire. C'est tellement un gros
commanditaire majeur, point de vue argent là, pour l'équipe, Bell, que Bell dicte aussi un peu ce qu'eux autres peuvent faire. En fait, les sénateurs aimeraient bien que Bell amène tout le temps les gars de la RDS à tous les matchs puis qu'ils viennent à Ottawa, mais ça se fera pas là, logiquement. Là. Ils vont faire le match. Cette année, l'an passé, ils vont toujours faire le match. Michel et Yvon en arrière de l'écran. Michel et Normand, pardon. En arrière de l'écran dans les studios d'RDS à Montréal. Auparavant, ils se déplaçaient quand même une couple de fois. Puis, si c'était pas de la pandémie, ils essayaient de les pousser à se déplacer plus, à venir à Ottawa sur la galerie de presse pour faire le match, parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire un match en personne que de le faire devant une petite télé dans un studio à Montréal. Mais c'est très difficile pour eux autres. Souvent, ils font des erreurs, puis ils se trompent, mais eux autres, ils voient le feed de TSN à 0.8 secondes ou 1 seconde avant nous, avant qu'on le voit à la télé, puis ils essaient de commenter ça du mieux qu'ils peuvent, mais c'est sûr qu'ils ne voient pas la vue d'ensemble, ils voient juste le feed de TSN, là, comparé ou quand ils écoutent le match à TSN, les gars, eux autres, sont là. Fait qu'ils sont capables de voir beaucoup plus ce qui se passe, de voir ce qui se passe à l'extérieur du champ d'action de la caméra que nous autres, on voit à la télé. Puis tu sais, ça n'a rien enlevé à Norman Flynn et à tout le monde à RDS. J'aimerais ça, moi, sentir qu'ils sont contents quand les sénateurs scorent, tu sais. J'aimerais ça, à l'entracte, les entendre me dire à quel point Brady Tkachuk, il est beau, puis il est bon, puis il est fort. Tu sais, on a Marc Méthode qui a commencé à faire entre les matchs à TSN. Pourquoi on ne l'emmène pas sur RDS dans Cayette aussi? Tu sais, essayer d'emmener un peu de 109. Oui, ben il y a Nicolas qui est allé faire Nicolas est allé à TVA Sport. TVA Sport est allé faire des matchs, mais je pense que c'est bon le point que tu apportes, puis je pense que ça serait un segment tu pourrais prendre dans une vidéo puis faire un Twitter post et taguer Mark Method dedans pour qu'il réagisse par la suite, ainsi qu'après ça, il va peut-être aller à RDS faire une présence parce qu'ils le font avec Pierre Lebrun. Fait que si Pierre Lebrun il peut le faire, il est bilingue. C'est la même compagnie, ultimement. Parce que ça serait super intéressant qu'ils viennent à RDS comme collaborateurs. Certains matchs étaient pour en parler. Il le fait, comme vous dites, à TSN maintenant, dans la majorité des entractes. Puis là, il est sur place. T'sais. Ils n'ont pas beaucoup. T'sais, on parlait de Sylvain Saint-Laurent, que vous avez aussi dans cette émission-ci, Marc Brassard. Ces gars-là, ils viennent à tous les jours. RDS utilise les deux des fois, surtout Sylvain, pour parler un peu des sénateurs. Le coach aussi, je pense, qui écrit ou qui interagit avec RDS des fois. C'est difficile de les avoir pendant le match, d'avoir des gars qui sont partisans des scènes, qui ont travaillé en communication, qui vont travailler à la télé pour commenter les matchs. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été repêchés dans les médias francophones. Là, mais c'est vrai que ça ferait du bien d'avoir de l'interaction sur place. Exemple que Norman Flynn, qui, durant l'entraque, va rejoindre Marc Method sur place, ce serait déjà une bonne dynamique au lieu qu'on parle de deux personnes dans le studio puis probablement qu'ils vont parler du Canadien. Fait que... Non, puis ils l'ont fait... avec Sylvain Saint-Laurent, ils l'ont invité quelques fois dans l'entraque. Hockey 360 l'utilise beaucoup. Là, oui. C'est un gros plus de RDS ont amené pour parler des sénateurs. Mais durant le match, comme vous dites, ils ne font peut-être pas assez. Puis avoir un Mark Method qui est déjà là, qui fait déjà une petite partie à TSN, mais pourquoi pas l'utiliser à RDS aussi? Comme vous dites, c'est la même entente à Bell au bout du compte. Hein? Il est déjà en soute, il est déjà habillé, il est déjà peigné, il est prêt, là. Mais il commence, il est à ses premiers essais puis tout ça. Fait que peut-être pour lui, c'est une étape qu'il va entreprendre éventuellement, mais à quelle vitesse qu'il veut aller dans sa carrière, je pense que c'est quand même nouveau. Là. Marco, gros merci. Vraiment, vraiment pertinent comme chronique. J'ai vraiment apprécié. Appris plein de choses. Ouais, une équipe de hockey, c'est pas juste les gars sur la glace. Hein, c'est tout un univers qui tourne autour. Puis c'est une business énorme avec chacun des secteurs de l'économie qui tourne autour. Vraiment intéressant. Ça me fait plaisir, les gars. Comme à l'habitude, j'adore contribuer avec vous autres. J'adore partager mon expérience, mon expertise. Puis n'importe quand, je suis de retour pour qu'on puisse discuter d'autres sujets chauds, des affaires du monde des sénateurs et de la Ligue nationale. Dans un instant, on reçoit Sylvain Saint-Laurent. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Donc, il est chroniqueur sportif et chef des sports au journal Le Droit, en plus d'être collaborateur pour le réseau RDS. Il est un des journalistes les plus reconnus de la couverture des sénateurs d'Ottawa en français. Sylvain Saint-Laurent est avec nous. Sylvain, bienvenue dans la brigade. Comment ça va? Ben, ça va bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Quand on se prépare pour les émissions, on essaye de toujours faire un peu de recherche sur notre invité. Essayer de connaître un peu plus d'où il vient, d'où il sort, tout ça. Mais j'ai l'impression que sur toi, on ne connaît pas grand-chose.
Si ça te dérange pas, on va peut-être essayer de décortiquer un petit peu Sylvain Saint-Laurent. Je vais te poser une première question, d'ailleurs. Slide pour les intimes. On n'est pas rendu là encore, là. Non, OK, à la fin de l'entrevue, on verra si l'entrevue. C'est bon. OK. As-tu toujours été un fan des Sénateurs, premièrement? Ben, écoute, on va commencer par le plus tough en partant. Je me suis jamais défini comme un fan des Sénateurs. Puis ça, c'est honnêtement, puis je dois vous dire, là, je donne cette réponse-là à tout le monde, puis il n'y a personne qui me croit. Les gens ont bien de la difficulté à s'imaginer que tu peux être impliqué dans un domaine puis pas nécessairement avoir un intérêt là, émotif. Mais moi, comme journaliste, je vais t'avouer, là, dans le beat où j'étais dans les premières années, d'abord, on t'enseigne à essayer d'être objectif le plus possible quand tu es à l'école, mais aussi, c'est quand je couvre un match, quand je couvrais un match, quand j'étais sur le beat au jour le jour, ce qu'il faut comprendre, mettons, tu es sur la route, quand le match se termine, quand tu entends la sonnerie finale, là, il y a un espèce de cadran qui part. 30 minutes chrono. Puis au bout de 30 minutes, l'autobus part vers l'aéroport. Fait qu'il faut que toi, dans ces 30 minutes-là, comme journaliste, il faut que tu descendes au vestiaire, que tu fasses des entrevues, que tu reviennes à ton poste de travail, que tu complètes tes 1000 mots de texte pour la partie, puis que tu envoies ça au journal. Fait que très rapidement, tu deviens qu'à devenir un fan de ton histoire, puis tu espères bien gros que le match ne soit pas serré parce que c'est plus facile à écrire dans ce temps-là. Fait que, en tout cas, c'est une longue réponse pour commencer, là, mais non, je ne me suis jamais défini comme un partisan des Sénateurs. Ni de personne. Fait qu'un peu détaché du côté émotif là, en ce qui concerne le hockey. Là. Ben, en fait, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans la région de Montréal, donc j'étais un partisan du Canadien, puis encore plus peut-être de hockey junior puis du Titan de Laval. J'ai grandi à Laval, pas loin du vieux Colisée. Écoute, ça va faire drôle à dire, mais j'ai toujours eu une espèce de petite sympathie pour les Sénateurs. Quand ils sont arrivés, j'étais adolescent, puis je me souviens, je m'endormais le soir, j'écoutais de la musique à la radio FM, là, puis ils donnaient les résultats du Canadien, des Nordiques, puis des Sénateurs aussi, vu que c'était l'équipe de l'Outaouais à ce moment-là. Puis j'étais toujours content dans ces premières années-là, quand j'entendais une fois par mois que les Sénateurs avaient fait un match nul où ils avaient perdu. J'ai toujours une petite fascination pour cette équipe-là. Mais je te dirais, depuis que je suis journaliste, là, tu développes des affinités avec des joueurs, avec des individus, mais tu te détaches des équipes et des résultats. Tu sais, t'es pas le seul parce que je pense que Michel Langevin a raconté une histoire un peu similaire où ce qui était pas mal plus partisan des Canadiens, mais en faisant les matchs à la radio ici, il a développé des affinités tranquillement, reste un fan des Canadiens, mais tu sais, aime de plus en plus les Sénateurs. Je pense que c'est Marc Legault aussi qui parle à tous les matins là, à la radio, puis j'ai eu la chance de nos gars ont joué ensemble au hockey, de jaser un peu plus avec, puis il m'expliquait que il n'y a pas d'équipe préférée non plus. Il parle tous les matins une chronique de 5 à 10 minutes de sport, puis beaucoup des Canadiens, beaucoup des Sénateurs, mais c'est avant tout un gros fan de baseball, puis fait que on voit ça des fois, les gens qui sont les plus impliqués, puis que des fois sont peut-être le plus rationnels c'est eux qui sont peut-être un peu moins attachés émotivement. Là. Mais tu sais, quand je te dis, là, pas d'attachement émotif du tout, regarde, c'est sûr que quand tu côtoies un athlète pendant 5-10 ans, ça va être plus aux personnes, c'est ça. Ben, c'est ça. Un moment donné, tu viens que tu souhaites un succès à certaines personnes. Que, par exemple, là, vous avez reçu Jean-Gabriel Pageau il y a quelques semaines en entrevue. Moi, Jean-Gabriel Pageau, quand je l'ai rencontré, il jouait junior. Puis après ça, je l'ai suivi au repêchage de la Ligue nationale, ses premières années dans la Ligue américaine. À un moment donné, puis c'est une bonne personne, tu développes des affinités, fait que tu lui souhaites du bien. Mais il ne faut pas que cet attachement-là t'empêche de jeter un regard objectif sur ses performances. Mais quand je te dis, par exemple, par rapport aux Sénateurs, parce que j'aime bien Jean-Gabriel Pageau, quand il a été échangé aux Islanders, j'étais pas triste ou fâché parce que mon équipe, entre guillemets, perdait un bon joueur. J'étais content pour lui. Puis, c'est certain que couvrir une équipe qui est dans le cadre du classement pendant 5 ans, puis une organisation qui a des difficultés, des fois, ça vient lourd. Fait que, si tu me demandes, serais-tu content si l'équipe actuelle des Sénateurs devenait une compétitive puis gagnait une coupe de saison gagnante puis un championnat? Je serais pas malheureux parce que ça changerait l'air dans mon environnement de travail puis je serais content. Sauf qu'en même temps, je veux dire, s'il faut que l'équipe reste dans le cadre pendant une couple d'années, je gagnerais pas moins d'argent puis je serais pas moins heureux dans ma famille puis au jour le jour. Il y a du bon stock à écrire, peu importe. C'est ça, exactement. Je suis quand même curieux de savoir comment tu t'es ramassé dans la capitale fédérale. Écoute, c'est le moment cocasse de l'entrevue. Le plus drôle, là, c'est que la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis journaliste sportif à Ottawa, c'est qu'au départ, j'étais un mauvais élève au secondaire.
Ah ouais, OK. Ouais. Puis là, on va aller chercher JP. Écoute, quand j'étais au secondaire, moi, déjà, j'étais certain dans ma vie que je voulais être journaliste sportif. Fait que JP va nous le dire. Où se situe l'école de journalisme la plus prestigieuse au Québec? À Jonquière? À Jonquière. À Jonquière. En ATM. Exactement. Ouais. Exactement. C'est chez nous, ça, Jonquière. Ben, je reprends avec deux Saguenay, je savais même pas parce que. Oui. Ah oui. Oui. Mais c'est moi qui n'ai pas rapport ici, là, dans le fond. on va venir plus tard à parler de l'Est ontarien, tu sais. C'est bon. Mais quand j'étais au secondaire, l'école la plus prestigieuse, c'était le cégep de Jonquière. Sauf qu'à l'époque, c'était très contingenté. Puis moi, à l'école secondaire, ma moyenne générale était juste correcte parce que je travaillais pas super fort. Quand j'ai fait ma demande pour rentrer au cégep, je voulais rentrer à Jonquière, puis j'ai pas été accepté. Donc, c'est là que je me suis retourné vers la conseillère en orientation, puis j'y ai demandé, je dis, c'est quoi mes autres options? Puis elle m'a dit, il y a une nouvelle école, là, c'est assez récent, la Cité collégiale à Ottawa, qui donne un cours de journalisme. Fait que moi, c'est devenu mon plan B, parce qu'il n'était pas question que j'attende, je voulais être journaliste tout de suite, là, pas à 25, 26 ans, je voulais être là tout de suite. Fait que la Cité m'a accepté, puis je me suis emmené en Outaouais à Ottawa. Mais je me demande tout le temps, tu sais, mettons que j'avais travaillé juste un petit peu plus fort au secondaire, puis que ma moyenne générale avait été 3 points plus élevée, puis j'étais rentré à Jonquière. Ben, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, là, mais je serais peut-être jamais venu en Outaouais, j'aurais jamais travaillé au Journal Le Droit, puis je couvrirais peut-être pas la Ligue nationale de hockey. Peut-être un peu plus dispendieux à Ottawa qu'à Jonquière, par exemple, les cours. C'était une grosse différence, te rappelles-tu? Oui, honnêtement, ça m'a coûté plus cher. Là, la cité n'était pas gratuite, là, mais au-delà de ça, je vais t'avouer, tu sais, ça, je me dis, ça valait le coup. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, avec journaliste sportif, moi, je disais ça à 15, 16, 17 ans, mais c'est l'équivalent de dire j'aimerais être astronaute, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça, mais il faut que tu gagnes à la loterie, dans le fond, pour tomber à la place où il y a une job qui peut te faire gagner ta vie là-dedans. Fait que si j'étais allé à Jonquière, je serais peut-être parti après ça, je sais pas, en Abitibi ou au Nouveau-Brunswick, à Edmonton, mais je suis pas mal certain que je serais jamais venu en Outaouais, qui est le terreau fertile de la cité. Puis je pense pas que j'aurais réalisé mon rêve, tu sais. Puis Sylvain, est-ce que le journaliste sportif était ton premier choix ou bien, parce que le journaliste, il y a plusieurs volets puis il y a plusieurs possibilités. Est-ce que c'était le journaliste sportif en premier ou bien il y avait d'autres options pour toi, là? 100%. C'était le journaliste sportif et rien d'autre. Mais tu sais, quand t'es un adolescent et que tu dis que tu es journaliste sportif, il y a plein de gens autour de toi qui ont à cœur tes meilleurs intérêts puis qui te suggèrent plein de plans B, tu sais, qui te répètent que ça arrivera probablement pas dans la vie. Fait que à ce moment-là, moi, je m'étais comme fixé différentes étapes à mon rêve. T'sais, je m'étais dit, je veux être journaliste, on verra si je peux réussir. Après ça, je voulais travailler pour un quotidien imprimé. Là, je me vieillis un peu, mais à l'époque, c'était comme les plus grosses salles des nouvelles, les médias les plus influents. Après, je me disais, si je suis chanceux, je vais travailler au sport. Puis, en dernier recours, à dernier lieu, je me disais, ben, je pourrais peut-être couvrir la Ligue nationale de hockey, travailler à couvrir le hockey professionnel. Mais là, l'entonnoir, il diminue à chaque fois. Puis tu te dis, ben, peut-être que si je réussis une ou deux étapes, moi, être content. Mais finalement, j'ai été chanceux. Puis là, tu gradues de la cité collégiale. Est-ce que tu tombes dans les sports tout de suite ou tu couvres les arts et spectacles pendant quelques années, là? Je voulais faire juste du sport. Fait que pendant 5 ans, j'ai fait tout sauf du sport. J'ai commencé dans un petit journal hebdomadaire dans l'Est ontarien, qui est un passage obligé, je pense, là, quand les finissants de la cité se ramassent souvent. Le Reflet? Non, moi, j'ai travaillé au défunt Express à Orléans. Oui. C'est limite Est-Ontarien, début Ottawa. Puis après ça, je suis rentré au droit assez rapidement. Mais là, écoute, je te dirais tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai effleuré, j'ai touché à absolument tout. À un moment donné, je m'étais spécialisé dans le fait divers, qui était, c'était le fun parce que c'était de l'action. Mais à chaque fois que je sortais du bureau, je disais aux gens que chaque fois que je sortais du bureau, quelqu'un était mort. Fait que ça, à un moment donné, ça devient pesant, tu sais. Et quand j'ai eu l'opportunité de travailler au sport, j'ai été extrêmement chanceux d'avoir cette opportunité-là. Regarde, ça va faire 20 ans ce printemps que je couvre les sports au droit. Puis je te dirais que les 20 années au sport ont passé plus vite que les 5 années à faire tout le reste. Tu sais, veux pas, le droit, pour moi, ça donne une très grosse connotation, tu sais, avec la communauté franco-ontarienne. Puis, tu sais, t'as dû quand même t'attacher un peu. C'est quoi ta relation avec cette communauté-là maintenant que t'habites dans la région, mettons? Ben, depuis 20 ans, le veux pas, ils t'ont adopté. Là. Ce que je trouve le plus cool, là, puis écoute, moi, je considère, j'ai des amis franco-ontariens, je vis en Outaouais, donc je suis principalement quelqu'un de l'Outaouais québécois. Là.
Mais ce que je trouve le plus fun de cette région-là, puis je l'ai dit à un moment donné, j'ai une de mes cousines de la Côte-Nord qui est venue s'installer en Outaouais, puis ça faisait au moins 20 ans que je vivais ici. Puis j'ai dit, ce que je trouve le plus fun de cette région-là, c'est que même si je suis arrivé comme outsider en 95, il n'y a jamais personne qui me le fait sentir. Il n'y a jamais personne, tu sais, c'est une grande région qui gagne de la population. Puis bon, Pascal aussi, c'est un expert, là, il va peut-être pouvoir me le dire. Là. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a fait sentir que j'appartenais pas à la communauté parce que je n'ai pas du coin. Exact. J'entends parler, j'ai des amis, tu sais, le Saguenay, dans mes années, ça se vidait. Là. Tout le monde, on disait que c'était un autobus jaune qui se vidait toutes les semaines, qui traversait le parc des Laurentides. Puis j'ai ben des gens qui sont allés à Québec, à Montréal, puis partout. Puis tu vois, j'ai ben des gens, puis c'est pas un hit contre Québec, mais ce que j'entends, c'est que quand tu arrives, des fois, c'est difficile à t'intégrer, c'est difficile de connaître les gens, puis ça prend du temps avant que tu sois accepté dans ton... Moi, en Outaouais, j'ai pas senti ça du tout. Puis même, tu parles avec des gens, tout le monde vient un peu, tu sais, je pense que l'Outaouais, c'est la région qui accueille le plus de nouveaux arrivants du Québec. Tu sais, fait que s'il y a quelqu'un qui part de quelque part au Québec, il y a des chances que c'est en Outaouais qui s'en va. Moi, j'ai un peu vécu l'inverse parce que je suis parti de Saint-Albert puis j'habite maintenant à Montréal. Puis c'est tout à fait le contraire. Là. Au début, je me faisais toujours demander, genre, mon Dieu, tu parles donc bien français pour un anglophone, tu sais? Parce que veux pas, j'avais des petites expressions, des petites mimiques, des petites tournure de phrase, puis je suis d'accord je pense que dans toutes les communautés francophones, on est juste content d'accueillir d'autres francophones avec nous autres, mettons. Et puis, moi, je suis super fier, par contre, je vais t'avouer, là, quand j'ai arrivé dans la région ici, Internet commençait à rentrer dans nos vies. Fait que, les Franco-Ontariens étaient très, très, très mal connus dans le reste du Canada, au Québec surtout. Puis le nombre de fois dans les 5 premières années là, où je disais « Ouais, j'étudie à Ottawa, je travaille à Ottawa dans un journal », la première réaction de ma famille, des amis à Montréal et au Québec, c'était « Ah oui, tu travailles en anglais? » Puis aujourd'hui, je suis content, Internet nous a rapprochés un peu, a permis à des artistes, à des gens de la communauté de rayonner. Je veux dire, moi, mes articles rayonne depuis qu'Internet est là, donc ça m'a fait connaître, ça a fait connaître le droit, mais je suis content parce que justement, il y a plus personne maintenant qui se pose la question, on sait qu'il y a des francophones à Ottawa, puis qu'il y a une communauté qui est rayonnante. Là. Si on veut sortir un peu de nos discussions politiques, là, revenir un peu sur... Moi, j'aime ça, moi, ça me passionne, mais si on veut revenir un peu sur tu t'as dit 20 ans à couvrir le hockey, si tu peux nous parler un peu de... Tu arrives à un match, là, tu couvres le match. C'est quoi ta routine? C'est quoi ton... Comment ça se passe? Les coulisses. Écoute, moi, j'ai été extrêmement chanceux de me ramasser assez rapidement à couvrir les Sénateurs. Il y a un besoin. Là, j'ai commencé au début, je faisais d'autres sports autour, mais on m'a confié le beat des Sénateurs assez vite. Puis surtout, ce qui était le fun à ce moment-là, là, c'est plus le cas maintenant, mais pendant longtemps, on pouvait voyager dans l'avion de l'équipe, puis on suivait l'équipe partout. Comme dans l'ancien compte, là. Exactement. Puis tu sais, ça part de là, mon désir d'être journaliste sportif, veux pas. Fait que, mettons, une journée sur la route, là, moi, je suis un lève-tôt. Donc, assez rapidement, quand ma journée est bien partie, je descends puis je m'installe dans le lobby de l'hôtel. Puis là, je fais de l'observation puis du social, là. Les joueurs descendent chacun leur tour, l'entraîneur descend, puis tu traînes, tu t'embarques pas dans leur bulle, mais il y a toujours un gars qui va vouloir jaser, qui va vouloir parler. Fait que les premières conversations se passent là le matin. Après ça, dans l'autobus ou à pied, dépendant de la distance de l'aréna, tu vas au morning skate, les pratiques du matin. Moi, c'est la partie de mon travail que j'ai toujours préférée, les morning skate, parce que tu as accès à 2 équipes la même journée, puis souvent les joueurs ont plus le temps de parler. Ils ont plus le goût de parler le matin d'un match qu'après une pratique, par exemple. Fait que tu couvres 2 séances d'entraînement, tu vas investir des 2 équipes, puis tu peux jaser un paquet d'affaires différentes, pas juste du match qui s'en vient. Après ça, tu reviens l'après-midi à l'hôtel. Moi, j'aimais ça dans le temps où on faisait un journal papier chaque jour, remplir une page avec tout ce que j'avais obtenu comme information au morning skate. Ensuite de ça, à 4 heures l'après-midi, tu vides, tu remplis ta valise, tu retournes en bas. Au rez-de-chaussée, tu embarques dans l'autobus, on retourne au match, tu arrives à l'aréna 2 heures avant le match. Il y a un match à couvrir. Puis comme je vous expliquais tout à l'heure, après le match, très rapidement, là, c'est un sprint. Descends au vestiaire, ramasse les commentaires rapides d'après-match, insère ça dans ta couverture de match, envoie l'article au journal ou les articles.
rembarque dans l'autobus, puis on part pour une autre destination. J'imagine qu'avant d'arriver dans le vestiaire après le match, t'as un texte de préétabli et là, tu fais juste insérer les commentaires des joueurs parce que là, j'imagine qu'écrire 1000 mots en moins de 30 minutes, c'est infaisable, là. On s'entend pour dire, à moins que tu me dises le contraire, là. Non, c'est sûr, c'est certain. Écoute, moi, je le faisais en 2 parties. Je divisais ma page en 2 textes. Il y avait un premier texte à peu près, je te dirais, 750 mots qui, lui, justement, j'essayais qu'il soit écrit peut-être à 80-85%. En fait, si j'étais capable de laisser juste des ouvertures pour des citations, puis je pensais à poser des questions bien précises par rapport aux trous qui sont dans mon article, ben là, c'était la première partie. Puis la deuxième partie, c'était un cours à côté de 250 mots. Que là, je me gardais ça ouvert. Je me disais, il va sûrement avoir un joueur après le match qui va avoir une histoire différente à raconter ou qui va partir dans une direction qu'on ne s'y attendait pas. Puis là, une fois que j'ai rentré mes 3-4 citations dans le premier texte, là, il me reste peut-être 5-6 minutes. Là, c'est un 250 mots, mais là, j'appelle ça du power writing. Là, tu prends une grande respiration. Puis là, tu tapes à toute vitesse de mémoire ce que le gars t'a raconté. Tu t'envoies ça, puis tu t'en vas. C'est un sprint, c'est un rush d'adrénaline. T'as même pas le temps de le réécouter, là. Tu le fais de ce que tu te souviens, là. Non, ben c'est ça. Moi, je te dirais, de façon générale, là, si je m'assois pour écrire dans les 10-15 minutes qui suivent une entrevue, j'ai un très, très bon souvenir de ce que la personne m'a dit. Je peux écrire pratiquement de mémoire. S'il faut que je prenne une pause de 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, là, ça me prend les notes parce que sinon, j'ai tout oublié. Je suis curieux de savoir si en 20 ans, il y a un joueur qui était particulièrement généreux avec vous autres, les journalistes. Genre, ça doit pas toujours être évident. Là, parce que tu disais tantôt, justement, il débarquait l'autobus, il y en a qui venaient me voir. T'sais. On pense plutôt que c'est vous autres qui courent après, mais des fois, c'est eux autres qui viennent vous voir aussi. Oui, mais ça dépend, c'est ça. Là, c'est la job du journaliste, vraiment. Moi, j'ai été sur le beat au quotidien. Ça devient plus facile quand il te voit tous les jours. Et éventuellement, la clé du journaliste, pour vraiment faire des articles intéressants, aller au-delà du cliché, c'est de réussir à gagner la confiance du joueur, de l'athlète que tu couvres. Fait que ça devient plus facile après quelques années. Et puis là, tu me demandes, un gars, écoute, je pourrais t'en nommer 15. Là. On pourrait passer 1 heure à jaser de tous ces gars-là individuellement. Les joueurs de hockey, de façon générale, c'est des bonnes personnes. C'est certain que le champion, toute catégorie, c'est Daniel Alfredsson. Ah ouais, hein? Oh oui, écoute, Alfredsson, j'ai passé l'Halloween une année avec ses enfants. Wow! Ouais, l'année du lockout en 2013, là, c'est une anecdote que j'aime raconter. T'étais déguisé en Darcy Tucker? Exactement. Non, mon patron, il commençait à trouver que je coûtais cher à ne pas faire grand-chose là, pendant le lockout. Puis il m'a fixé un défi, genre l'heure du midi. Il me dit là... il faut que tu passes l'Halloween avec un joueur des Sénateurs, puis il ne faut pas que ce soit Colin Greening. En ouais, blanc, comme, il ne faut pas que ce soit un nobody. J'ai texté Alfie en partant, quand il m'a rappelé, il me dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis écoute, voici le défi qui est devant moi. Je peux comprendre si c'est trop d'invasion, si ta femme n'est pas d'accord, tout. Je vais appeler ailleurs, mais t'es le premier à qui je demande. Puis là, j'ai senti un silence de 3 secondes au téléphone. Puis il a dit écoute, je vais parler à Déby, puis on voit ce qu'on peut faire. Puis le lendemain matin, il y avait la photo des 4 petits gars avec leur père qui passaient l'Halloween en page couverture du journal. Wow! Ben, voyons donc. C'est un drôle de défi que ton employeur Pourquoi ça? l'Halloween, ouais. Ouais, pourquoi l'Halloween? Il y a bien des sortes, c'est qu'on fait du journalisme, là, on gère au quotidien. Hein? Fait qu'il y a bien des affaires qui se ramassent dans un journal que c'est une idée d'un patron comme ça, la journée même, puis qu'il faut que tu le fasses tout de suite. Mais comme, tu sais, là, tu me demandes vite de même à qui je pense. J'ai dit Alfredsson, mais je pourrais t'en nommer. Écoute, là, je pourrais te parler d'Antoine Vermette, je pourrais te parler de Pat Lalime, Jarkko Ruutu, Christophe Schubert. C'est pas toujours les meilleurs joueurs que tu retiens, là. Mais puis là, je te dis ça, puis j'en oublie des tonnes. Chris Phillips, Wade Redden, Mike Fisher à l'époque. Mais les premiers joueurs que j'ai côtoyés, ceux qui avaient mon âge, j'ai eu des bonnes relations avec eux autres. Jean-Gabriel Pajot, Mark Borvietsky, probablement après Alfredsson. Tu vois, c'est le danger d'embarquer là-dedans. Je vais en oublier. Là. Je te placerai Borvietsky numéro 2, puis je suis en train de l'oublier. Fait que, non, mais j'ai vraiment eu j'étais chanceux à Ottawa. On a des bonnes personnes avec qui travailler. Puis là, depuis les dernières années, avec la pandémie, puis tout ça, nous autres, on voit ça un peu. Ça a l'air compliqué, les conférences de presse. À un moment donné, c'était par Zoom.
Écoute, ça me tue, pour vrai. ça me coupe les ailes. Ça met une barrière que justement, tu as besoin pour faire les rapprochements que tu parlais tantôt, tu sais. Exactement, tu as tout compris. Puis en plus, ce qui aide pas, c'est que nous, on a la pandémie qui fait en sorte qu'on n'a pas accès aux vestiaires, qu'on ne peut pas passer du temps avec les joueurs. Tous les contacts se font soit en conférence de presse où tu es à une bonne distance, puis tu ne peux pas poser 8 questions d'affilée. Puis nous, en plus de ça, rajoute à ça le fait que c'est un turnover d'alignement avec les sénateurs. Là. C'est tous des nouveaux joueurs qui rentrent. Pas à peu près. T'sais, Tim Stützle, je ne l'ai jamais vu autrement que dans une conférence de presse bord à bord d'une pièce. Je ne le connais pas. T'sais, Brady Tkachuk, je le connais pratiquement pas. Le seul joueur dans le vestiaire dont je pourrais vous parler un peu, c'est Thomas Chabot, que je connais un peu plus. Mais sinon, quand ça va être terminé, là, si jamais ça se termine et qu'on recommence à vivre normalement, tout va être à recommencer au complet pour nous autres. Est-ce que tu vas aller passer l'Halloween chez Thomas Chabot? Il n'y a pas encore d'enfant. Ah, ben non. Peut-être qu'il passe l'Halloween quand même. Ouais, on sait jamais. Il y en a des grands qui passent l'Halloween. Mais écoute, j'ai vraiment hâte parce que j'ai l'impression que tu as une équipe avec des personnalités super intéressantes, des jeunes joueurs qui ont l'air vraiment super attachants, puis on les connaît pas encore. Puis ton vibe de ce groupe-là, si ce n'est que ce que tu peux voir, ça serait quoi? Ben, ils ont vraiment l'air de former une très, très belle équipe. Et de ce qu'on peut voir, même ça se voit, ça, le public peut le voir là, pendant les matchs. Puis les vidéos qu'on voit d'entraînement, ils ont vraiment l'air, ou les vidéos là, les joueurs qui sont en mic top, là. Oui, à l'arrière-scène, dans le vestiaire, ou quand ils portent un micro, ils ont vraiment l'air de former une belle équipe. Ça, c'est le fun. Puis moi, j'ai l'impression que la chance que DJ Smith a en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de joueurs. Souvent, il y a des jeunes joueurs très talentueux, là, peu importe le niveau, il faut que tu leur enseignes à jouer correctement. Et tu vas avoir des gars qui vont avoir la tête dure, qui vont faire les mêmes erreurs plusieurs fois. Ben, les sénateurs de 2020, j'ai l'impression que même s'ils ont tout à apprendre encore, ce petit bout-là, là, ça n'a pas l'air si difficile que ça. De Chabot à Tkachuk, à Norris, à Drake Batherson, c'est tous des joueurs qui jouent de la bonne façon. Ça, c'est l'impression que j'ai de cette équipe-là en ce moment. Je pense qu'ils ont eu leur leçon des Yashin, puis des Daigle, puis des gars un peu plus tête dure, un peu plus très talentueux, mais que c'est ça, faut que tu les enseignes à travailler. Mais tu sais, t'en as des joueurs qui à 20 ans comprennent rien, mais qui, rendus à 35 ans, sont des joueurs complets. Là, je vous ai pas mentionné Jason Spezza dans ma liste de joueurs avec qui j'ai eu du plaisir, mais c'en est un, justement. Lui, quand j'ai commencé à couvrir l'équipe, c'était une recrue, puis il faisait rager ses entraîneurs. Là. Il en a fait rager plusieurs. Ah oui, avec Jacques Martin. Ben, c'est Jacques Martin avait beaucoup plus de cheveux au début là, de la carrière. Il pourra vous en parler un jour si vous l'avez comme invité. Là, mais écoute, là, Jason, il a 37-38 ans, il va prendre sa retraite, puis il pourrait devenir directeur général, puis il comprend tout. Tu as des joueurs qui évoluent. Puis t'en as d'autres, par exemple, des Alex Galchenyuk qui ne comprennent pas à 20 ans, puis rendus à 27 ans, ils ne jouent plus dans la ligue. Puis Sylvain, est-ce que, tu sais, au niveau performance de l'équipe actuelle, est-ce que c'est dans tes attentes ou au début de la saison, avec ce qui avait été dit par la haute direction, tu t'attendais à mieux? Je m'attendais à mieux, parce qu'écoute, je m'étais laissé charmer par la fin de saison l'an passé, puis l'équipe qui se laissait jamais abattre, puis qui était toujours dans tous les matchs. Peut-être au point où j'avais peut-être surestimé la brigade défensive de cette équipe-là un petit peu. Puis c'est sûr que c'est dur de gagner quand les gardiens de but font pas le travail. Fait qu'en première moitié de saison, ils n'ont pas toujours eu les arrêts. Fait que peut-être que je me suis fait avoir. Moi, je pensais que cette année, ils finiraient quelque part entre la 20e et la 24e position du classement général. Et ils vont peut-être plus finir autour de la 27e, 28e. Mais je pense qu'avec quelques modifications, puis une saison de plus derrière la cravate, l'année prochaine, cette équipe-là, si elle joue comme il faut, elle devrait être capable de se battre pour une place en série. C'est rendu notre running gag là, à Brigade. Là. Il y a toujours l'année prochaine. Oui, puis écoute, puis là, vous dites ça, puis vous autres, c'est votre première saison là, à faire de la couverture. Imagine si tu étais là depuis 2017, depuis la sortie de Gene Melnick, ça gagne probablement. Nous autres, ça fait plusieurs années qu'on se dit que ça va être mieux l'an prochain. Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. Donc, Sylvain, l'article ou l'histoire dont tu es le plus fier? Mark Borowiecki à San Jose, 2015-2016. Ça faisait une couple de fois qu'il nous parlait de son, entre guillemets, fan club en ligne. Il lançait ça dans des conversations, puis dans des entrevues, genre, mais on n'embarquait jamais là-dessus. Puis un matin à San Jose, je suis allé le voir.
après une pratique. Puis là, je disais, écoute, ce serait le fun qu'on se mette à parler pour vrai de ton fan club en ligne, des détracteurs sur Internet. Et il s'était ouvert vraiment, là, puis ça avait créé une conversation sur l'intimidation en ligne, puis les effets sur les athlètes, comme pas beaucoup d'athlètes le faisaient. Fait que si je te dirais, cette journée-là, j'étais pas mal content de mon coup. Est-ce que tu t'es inspiré d'un modèle en particulier pour devenir le journaliste que tu es là présentement? Plusieurs, je te dirais. Là. Le premier modèle, ça a été Lucien Boivin de Lancer Compte. Oui, c'est ça. Lui, je le regardais, puis j'avais une douzaine d'années. Je me disais, ça a donc l'air cool, sa vie. Là. Puis je te dirais, dans la façon d'interagir avec les joueurs, je me suis inspiré de lui. Mais sinon, écoute, moi, quand je suis arrivé, j'étais un des plus jeunes. Fait que j'ai pris un petit peu de plein de monde. De Bertrand Raymond, qui était au Journal de Montréal, qui était chroniqueur. Lui, c'était un modèle. François Gagnon, qui était une machine, autant à l'écrit qu'en télévision. Quand j'ai commencé à faire de la télévision, j'ai essayé de le regarder, voir comment il travaillait. À Ottawa, j'ai beaucoup appris de Don Brennan, du Ottawa Sun. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité dans la communauté, mais je trouve que les partisans, souvent, sont très, très durs. Puis des fois, ils ne comprennent pas à 100% d'où il vient et ce qu'il fait. Mais moi, il m'a servi de mentor jusqu'à un certain point. Fait que, tu ramasses un petit peu de tout le monde puis tu formes ton style à toi. Aimes-tu mieux lire un journal en format papier ou électronique? Si tu m'avais posé la question, mettons, aller jusqu'à l'année passée, je t'aurais dit papier. Mais là, à force il n'y a plus de papier qui rentre chez nous parce qu'il n'y a plus de la presse, plus le droit. Fait que ça a changé, je te dirais, dans la dernière année, ouais. Ton plus beau souvenir de hockey? Tu veux dire comme spectateur, là, ou... spectateur ou en tant que journaliste, peu importe, là. T'as-tu joué au hockey, Sylvain? Ou joué, ouais. Moi j'ai joué au hockey mineur, aller jusqu'à midget. Je sais jamais si je dois dire que j'étais un bon joueur ou un mauvais joueur. Parce que je jouais toujours au niveau le plus élevé, mais j'étais toujours le moins bon joueur dans l'équipe. Fait que ça m'a fait en sorte que j'ai joué avec un paquet de gars qui ont joué du très, très bon hockey. Mais moi, assez rapidement, j'ai compris que mon avenir, c'était Lancer Compte puis être journaliste. Mais mon plus beau souvenir de hockey, je te le dirais, tu sais, je suis devenu journaliste aussi. Je suis devenu un grand fan de hockey parce que quand j'étais jeune, mes équipes préférées ont gagné des championnats quand j'avais entre 8 puis 12 ans, je te dirais. Puis le Titan de Laval a remporté la Coupe du Président en 1990. Moi, j'avais une douzaine d'années puis j'étais là à tous les matchs. Puis ça, c'est dur à battre. Là. Quand tu peux voir ton équipe gagner un championnat en personne, là, c'est fort. Si ta carrière de journaliste n'aurait pas fonctionné, est-ce que tu aurais un autre intérêt pour un autre emploi? Pour vrai, là, ça, c'est la question à laquelle j'ai jamais eu de réponse, puis j'espère jamais avoir besoin d'en trouver une. Mais honnêtement, je sais vraiment pas ce que je ferais. J'imagine que tu ferais la même chose, mais tu ferais comme beaucoup pour qui ça se termine pour une raison ou une autre. Tu partirais ton propre médium, j'imagine. Peut-être sais pas. Ton propre blog, ton propre nom. Honnêtement, je sais pas. Des fois, je me dis, si jamais un jour ça arrête, ça pourrait être une belle opportunité d'essayer quelque chose d'autre dans la vie. Là. Puis je suis convaincu. C'est ça. Je suis convaincu qu'il y a moyen d'être heureux en faisant d'autres choses. Là. Mais en ce moment, je te dirais, ça va faire 25 ans que je suis journaliste, 20 ans au sport, puis je vois pas la fin de ça par moi-même. Là. Je serais capable de faire comme Bertrand, puis comme François Gagnon, puis me rendre jusqu'à 60 ans, puis être bien content. Là. Un café du McDo, un café du Tim? Tim. Pose pas la question plus loin, j'ai comme pas d'analyse, là, c'est juste... Qu'est-ce que tu mets dans ton café? 2 laits. 2 laits. Tu as une journée de congé, qu'est-ce que tu fais? Boy. Là, vous avez parlé à ma blonde, hein, c'est ça, là? Non, pas du tout. Du ménage, du repassage. C'est ça, non, ça, c'est... Non. C'est une journée de congé, pour vrai, je vais essayer de sortir de la maison. Je vais me trouver une excuse, sortir de la maison, faire n'importe quoi juste pour pas être chez nous pendant 12 heures. Ça va être des commissions ou autre chose. Je vais sortir, courir à un moment donné, c'est certain. Ça, c'est si j'ai du temps pour moi, mais si on a du temps en famille, là, je vais coacher une pratique de hockey mineur, puis on va se faire un souper en famille. Sylvain, moi, je voulais juste, en terminant l'entrevue, moi et probablement beaucoup d'autres, on est devenus des fans des Sénateurs en français, entre autres en lisant Le Droit, puis en écoutant les matchs à la radio. Parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, les matchs des Sénateurs à la télé, il y en avait peut-être 2 par année. C'était quand ils jouaient contre les Maple Leafs et les Canadiens, genre, là. Puis
Puis aujourd'hui, je veux juste te dire qu'on part de notre petit projet, puis de voir des gars comme toi qui nous accueillent, qui nous encouragent même, c'est vraiment apprécié. Puis je voulais juste le signaler. Mais les gars, si je peux vous aider à faire n'importe quoi, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour entrer en contact avec des jeunes dans les prochaines années, allez-y. Moi je peux vous aider, tant mieux. Là. Cool. Ben, merci beaucoup. Puis merci pour ton temps. Ben, pas de problème. C'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. De notre côté, on aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème, Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment et bien sûr, Pascal Villeneuve au montage. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des scènes seront disponibles sur les ondes du 94,5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Sancartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok et on s'en jase.